Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour Michel. Bonjour Christiane. Bonjour à vous à la maison. Alors, bienvenue à cette 7e émission. Alors, en commençant, nous voulons vous souhaiter une bonne année et de la santé. De la santé. Et encore de la santé. Aujourd'hui, nous rencontrerons nos intervenantes de milieu, Mme Madone Denis et Mme Catherine-Rose Lavallée. Elles nous parleront du projet Entourage, ce service de proximité pour les aînés. C'est un projet du Secrétariat des aînés dans le cadre du programme d'initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. En deuxième partie, M. Carole Rioux nous parlera de sa mère et de l'impact que la travailleuse de milieu a eu sur cette dernière. Pour le volet Saines habitudes de vie, Catherine, notre nouvelle travailleuse de milieu, qui a plus d'une corde à son arc, présentera une séance de yoga sur chaise. Maintenant, autour de Madone et Catherine, nos deux intervenantes de milieu. Elles feront l'historique du projet Entourage qui a pris forme d'abord dans la municipalité de Saint-Éloi. Elles expliqueront en quoi consiste ce service auprès des aînés. Et elles vous parleront de quelques collaborateurs qui ont aidé dans des projets visant à garder les aînés actifs et impliqués dans leur communauté. Savais-tu, Michel, qu'il y a 154 initiatives du genre au Québec? Non? Non, eh oui. Beaucoup de MRC n'ont pas ce service. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, nous en avons 3, soit un dans la Métis, un dans la Matamie et ici, chez nous, dans les Basques. Micheline Bélan, présidente du conseil d'administration de la Corporation de Saint-Éloi. Madone Denis, je suis ex-travailleuse de milieu. Catherine-Rose Lavallée, je suis travailleuse de milieu auprès des aînés. Alors, Madone, dis-moi, comment t'es venue l'idée de faire le travail de milieu? L'idée, souvent les idées nous viennent grâce un peu à notre vécu personnel. Moi, ma mère habitait la résidence Montchenou à Saint-Éloi autour des années 2010. Puis avec une amie, pour le fun, on s'est dit, on va faire des activités une fois par semaine à la résidence. Puis moi, comme j'étais la proche aidante de ma mère, j'y allais très souvent. Et j'ai constaté que, premier constat que j'ai fait, là, c'est que il y avait une énorme différence entre les gens qui avaient un proche aidant puis ceux qui n'avaient pas de réseau, qui n'avaient pas de proche aidant. Puis une autre affaire que j'observais, c'était le manque de connaissance des ressources qui existaient dans la région, ou pour eux, là, dans les Basques. Ça, c'est mon premier constat. Ensuite, ma mère a dû se faire opérer. C'est ça. Alors, mon deuxième constat, c'était de voir le nombre de personnes âgées qui se retrouvaient laissées à elles-mêmes dans les salles d'attente des centres hospitaliers. Puis j'avais juste à regarder dans quel état de vulnérabilité son état de santé mettait ma propre mère, qui était pourtant accompagnée et supportée, là. C'était facile de voir l'inquiétude chez les autres, tu sais. Ils étaient anxieux de ne pas trouver la bonne porte, de ne pas s'orienter dans l'établissement, de ne pas trouver le bon guichet, de ne pas comprendre ce que les médecins leur disaient, de ne pas faire attendre leur transport qu'ils avaient demandé, qui était souvent un voisin, ou en tout cas. Ça, c'était vraiment le deuxième constat. C'est comme ça que j'ai remis l'idée de travail de proximité. Alors, un peu à la blague, à un moment donné, je vois ma soeur, je lui raconte ça, puis je lui dis, tu sais, moi, là, avec le bagage que j'ai, tu sais, en soins infirmiers, quel bel emploi ce serait pour moi. Il me semble que je pourrais combler ça, moi, ce besoin-là. Fait que là, comment t'es venue l'idée? En fait, c'était pas l'idée, mais le programme ITMAV, comment t'es tombée là-dessus? Oui, ça, c'est vraiment drôle. Tu sais, les coïncidences. Moi, j'avais comme lancé ça dans l'univers, l'idée du travail de proximité.
Puis ma sœur, qui est coordonnatrice au Centre Femmes, au mois d'août 2015, décide d'aller, en plein dans ses vacances, là, elle décide d'aller prendre ses courriels au bureau. Puis une partenaire lui avait transféré toute la documentation du programme. C'était le premier appel du programme ITMAV. Alors, elle m'appelle, elle dit, Madone, tu ne me croiras pas, mais franchement, tu sais, le projet que tu me parlais l'autre fois, j'ai ici devant moi tout ce qu'il faut pour présenter un projet. Puis elle dit, si t'es partante, si t'es toujours partante, je suis prête à t'aider. J'avais besoin d'aide, en effet, parce qu'il restait 3 semaines avant la date butoir. Puis là, il fallait rédiger le projet, il fallait trouver tous les documents que le ministère exigeait et il fallait surtout trouver un organisme, un porteur qui avait une expertise auprès de la clientèle aînée. Merci. Puis Micheline, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi le rôle de la corporation dans ce programme-là? Bien sûr. Bonjour Catherine. Pour la présentation du projet, le secrétariat aux aînés exigeait d'être supporté par un organisme sans but lucratif qui avait une expertise avec les personnes âgées. Évidemment, pour Madone, comme elle nous connaissait très bien l'organisation, alors elle nous en a fait la demande. J'avoue qu'on ne savait pas trop où on s'en allait avec ça, mais finalement, avec la collaboration de Madone et puis la collaboration aussi de Gisèle Saint-Don, qui était la directrice générale à l'époque, on est allé de l'avant, puis on a embarqué dans le projet. C'est en accompagnant Madone au printemps 2016 à Matane, lors d'une rencontre avec d'autres projets ITMAV, que j'ai réalisé un peu ce qu'était le travail de milieu et aussi la pertinence des services offerts aux personnes âgées. Disons que le rôle de la corporation est surtout administratif. Nous avons signé une convention avec le secrétariat aux aînés et nous avons à gérer la subvention pour l'embauche de la travailleuse de milieu ainsi que tous les frais directement liés au projet Entourage. Nous sommes le pont entre la travailleuse et le ministère. Nous collaborons avec la travailleuse à l'intérieur des balises du programme ITMAV. Aujourd'hui, on est vraiment fiers d'avoir participé à la mise en œuvre du projet. On est fiers aussi de l'accomplissement et du déploiement dans tout le territoire de la MRC des Basques. Nous continuons de collaborer et de supporter le projet et nous y allons de l'avant. Et en terminant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la relève et souhaiter du succès dans le suivi du projet. Merci. Puis toi, Madone, comment en fait, sais-tu comment le secrétariat aux aînés a créé le programme ITMAV et pourquoi ils l'ont créé? Ça, c'est suite à la consultation qui a été faite par Mme Marguerite Blais, qui était alors ministre des Aînés dans le gouvernement libéral en 2007. Puis suite à sa consultation, elle a émis un rapport en 2012 qui disait que ce que les aînés du Québec désiraient le plus, c'était vivre et vieillir chez eux dans leur communauté. Alors, le programme ITMAV, lui, arrive comme la première action du plan d'action gouvernemental, c'est-à-dire par le déploiement de travailleurs de milieu dans les communautés, de prévenir, d'agir en prévention des facteurs de vulnérabilité. Les travailleuses de milieu sont dans les communautés pour garder les gens informés, les garder actifs, en santé et impliqués aussi dans leur communauté. Le travail de milieu dans les Basques est vraiment bien réseauté, là. Alors moi, je suis très fière de laisser comme un projet quand même en bonne santé, qui est maintenant connu et reconnu. Présentement, le projet Entourage est à un tournant. Un tournant parce que, premièrement, parce que j'ai passé le flambeau à Catherine au mois d'août.
Deuxièmement, parce qu'il y a d'autres organismes qui ont maintenant des acteurs de proximité. Je pense ici au CAPAB, je pense à la gériatrie sociale et ses navigatrices là, qui se déploient tranquillement pas vite dans la région. Alors moi, je pense, tu sais, dans la MRC des Basques, on est quand même chanceux parce qu'on est peut-être la MRC la plus âgée du Québec, mais on est en train de faire... de quelque chose qui pourrait être un problème, on est en train d'en faire une opportunité, je pense. Un modèle. Un genre de modèle. Un genre de modèle, oui, exactement. Voilà. Mais je vais laisser Catherine peut-être vous dire qu'est-ce qu'elle fait peut-être plus concrètement. Là. Oui. Bien, en fait, le travail de milieu, c'est un travail de proximité. Hein? Donc, je me déplace chez les gens. Là où les activités pour les aînés ont lieu. C'est sûr qu'en temps de COVID, il y en a un petit peu moins. Hein? Fait que je fais beaucoup de téléphone aussi. Mais je me déplace quand même à domicile avec toutes les protections nécessaires. Puis qu'est-ce qu'on fait quand j'arrive là? Hein? On se pose la question. La première fois qu'on se rencontre, là, ce qu'on fait, c'est qu'on jase, tout simplement. On apprend à se connaître, puis ensuite, si jamais en parlant, ben, moi je me rends compte que je peux donner de l'information. Tant mieux, je le fais. Je peux aussi mettre en contact avec d'autres ressources. Madone a parlé des autres organismes, il y en a plusieurs qui œuvrent auprès des aînés. Donc, je peux faire des références à des ressources spécialisées. Puis, c'est sûr qu'en tout temps, là, la personne est maître de sa vie, puis elle peut décider si ça lui convient ou pas. Donc, il n'y a pas d'obligation, c'est confidentiel, c'est gratuit. C'est vraiment un service pour finalement aussi entrer en contact. L'important, là, c'est de créer un lien parce que finalement, dans le futur, il y a peut-être un besoin qui va émerger. Puis ce qui est intéressant, c'est que maintenant que le lien est créé, la personne va savoir qui appeler ou savoir qu'il y a quelqu'un à appeler pour poser des questions si jamais il y a un besoin qui émerge. Puis plus concrètement, mettons des exemples. Des fois, on peut parler, par exemple, de maison ou quoi que ce soit. Donc, on peut entrer en contact avec le notaire ensemble, on peut parler d'assurance ensemble. C'est toutes les sphères de la vie qu'on peut couvrir. Mais on peut aussi aller ensemble visiter des résidences. Oui. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut faire ensemble. Je peux aussi aider pour, mettons qu'on a reçu un nouvel appareil, un appareil électroménager que c'est compliqué. Apprendre à le faire ensemble, à regarder comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire ensemble. Mais c'est sûr qu'en tout temps, on peut juste jaser. Hein. Puis des fois, les gens vont me référer, les organismes ou, mettons, le CIS vont me préférer des gens qui sont en situation peut-être un peu plus vulnérable, suite à un changement dans leur vie, par exemple, un diagnostic de maladie ou la maladie d'un proche autour d'eux ou même la perte d'un être cher. Mais ça n'a pas besoin d'être aussi dramatique comme événement. Juste un envie de jaser, ça peut être suffisant pour m'appeler. Catherine, il y a un autre volet aussi. J'aimerais que tu nous parles de ça. Oui, bien c'est sûr qu'on ne travaille pas tout seul, hein, on ne travaille pas en silo. Je suis la seule travailleuse de milieu dans les Basques, mais il y a d'autres organisations, donc on est beaucoup en concertation avec d'autres organismes. On est aussi sur un comité qui discute des services de proximité aux aînés. On essaie d'arrimer nos services, d'identifier les trous de services, puis de répondre à ces besoins-là qui émergent. Oui, maintenant qu'on n'est plus tout seul, là. Oui. C'est ça, on en profite. Oui. Puis aussi, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je rapporte aussi des besoins que j'identifie sur le terrain aux bons acteurs, comme par exemple pour les popotes roulantes. Il y a un nouveau comité qui s'est créé, qui discute des réflexions à avoir pour répondre à ce besoin-là. Et puis, je participe aussi à monter un projet avec des citoyens, un projet de téléphone d'amitié avec le Centre d'action bénévole et l'Alliance pour la solidarité et la lutte à la pauvreté dans les Basques. Donc, c'est ça. Donc, moi, ce que je veux finir, là, c'est dire à tout le monde, si jamais vous avez envie de jaser, si jamais vous avez des questions, peu importe là, ce qui se passe, vous pouvez m'appeler. Donc, je vais vous répondre au mieux de ma connaissance, puis sinon, je vais vous référer aux bonnes personnes. Merci. Bien, merci beaucoup, Madone, et félicitations pour ton initiative de la mise en place de ce service de proximité pour nos aînés. Et bienvenue à toi, Catherine, et bonne chance pour la continuité de ce beau projet. Voici maintenant M. Carole Rioux de Sainte-Françoise qui nous racontera des passages de la vie de sa mère en lien avec les interventions de Madone qui ont fait une différence dans les dernières années de la vie de cette dernière. Alors, pour notre émission de travail de milieu, moi j'ai pensé demander à M. Carole Rioux qui est ici pour qu'il vienne nous parler de sa mère parce que
les dernières années de vie de Madame Olive, c'est ça, c'est un peu imbriqué dans mon travail. Moi, je l'ai côtoyée souvent. Alors, puis je trouvais que c'est une dame vraiment spéciale. C'était un de mes projets particuliers, je dirais. Puis, ça me tentait que M. Rioux nous partage un peu des moments de la vie de sa mère. Alors, Madame Olive, elle est née à quel endroit, Madame Olive? La première des choses, ça fait plaisir que vous ayez pensé à moi et à ma mère, que vous m'ayez invité. Puis ça me fait plaisir de répondre à vos questions, puis de parler en même temps, de discuter, de donner l'occasion de connaître ma mère. Ma mère est née à Sainte-Françoise, dans le rang 8, le 5 de mars 1920. C'était une famille elle avait 8 sœurs, un frère. Oh, c'est beaucoup de filles. Une famille de 10. Il y en a une qui est malheureusement déjà décédée assez jeune. Puis, disons que... Ses parents étaient cultivateurs, j'imagine. Ses parents étaient, oui. Son père était cultivateur, a été élevé sur une ferme. Puis, mon grand-père, que j'ai malheureusement pas pu connaître, j'ai eu l'occasion de connaître, lui, il travaillait aussi comme contremaître sur des chantiers. Okay. Parce que dans le temps, il faisait bûcher pour ouvrir les villages. Et lui, il s'occupait des hommes-là pour faire l'ouverture des villages, faire scier le bois, pour bâtir les maisons, les écoles, ces choses-là. Mais malheureusement, mon grand-père, il a eu une maladie donc bénigne pour maintenant, assez jeune. Puis, lorsqu'il était son transport à l'hôpital à Rivière-du-Loup, il est décédé. Ça fait que là, ma mère, elle avait environ 3 ou 4 ans. Elle n'a jamais presque parlé, parce qu'en réalité, elle n'a pas connu. Elle n'a pas connu. Elle n'a pas pu connaître. Ça fait que c'est ma grand-mère qui s'occupait de la terre, de la ferme. Sainte femme. Puis, avec toute une famille, presque des filles. Fait que là, il était obligé d'engager des gens de l'extérieur. Puis, c'est un peu comme ça qu'au début, que mon père s'est trouvé à aller travailler sur la ferme. C'est là qu'il avait remarqué. Ramasser des roches, tout ça. C'est peut-être là qu'il s'est peut-être allumé une petite flamme. OK, mais je sais que votre mère, elle est entrée en communauté. Comment ça se fait, là? C'est parce que ma mère, c'est ça, toutes des filles, est allée à l'école de Rang, de Sainte-Françoise, durant 8 à ce temps-là. Puis après ça, elle est allée à Trois-Pistoles pour suivre un cours en enseignement, une formation. Et il a décidé, elle, une de ses sœurs, même il y a eu 3 sœurs, ils ont décidé, on va essayer ça, aller rentrer pour les sœurs du Bon Pasteur. Elle avait 18 ans. Elle est allée à Québec pour aller sur les sœurs du Bon Pasteur avec ma tante Gertrude. Puis l'autre, Claire, elle avait abandonné avant, décidé de faire une coiffeuse. C'est ça. Mais les deux ont décidé d'être religieuses. C'est là que ma mère a complété le cours d'enseignement. Puis qu'elle a enseigné à différents endroits au Québec. Elle a commencé à Québec, Rivière-du-Loup, Tourville. Le dernier endroit, c'est Matane, qu'elle a enseigné plusieurs années à Matane. C'est ça, parce qu'elle était très douée, Madame Olive. Là. C'était une personne qui aimait, comme ma mère, elle aimait beaucoup le français. Oui, elle parlait bon effectivement. Français. Puis elle aimait les arts, la peinture, la musique, c'est ça. Ce qui était culturel, puis le contact avec les gens. Ça, pour elle, c'était vraiment important. Puis là, à un moment donné, je sais qu'elle est sortie du couvent pour épouser votre père. Bien, ce qui est arrivé, c'est que, vu que c'était quand même une grosse famille du côté de ma mère, puis mon père était un des, disons, il n'y avait pas beaucoup dans ce temps-là qui avaient des autos, des voitures. Puis les sœurs de ma mère, il y en avait justement une qui était mariée au frère de mon père. OK. Puis là, vu qu'il connaissait aussi mon père, vu qu'il avait déjà travaillé sur la ferme, il lui demandait à mon père s'il voulait les conduire pour aller voir ma mère au couvent. Fait que là, c'est là, on allait les conduire, soit à Québec, soit en allant voir ma mère. Là, il ne restait pas dans l'auto à attendre, il rentrait. Là, surtout qu'il était peut-être intéressé. Sûrement. Puis, je pense que c'est ça qu'il a dit. Alors, on est allé voir ma mère, puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait, là? Lui, il était amoureux d'elle, elle, je pense que oui. C'est ça, puis votre père, je crois qu'il était commerçant. En tout cas, vous aviez un dépanneur. Il avait à peine commencé le commerce, c'était une de ses sœurs à mon père qui avait commencé ça. C'est là que mon père a dit,
Il dit, parce que ça impliquait beaucoup de choses. Ça impliquait pour le moment, bon, on va donner quitter les religieuses, c'était pas facile dans ce temps-là. Non. Puis ça impliquait aussi de peut-être abandonner l'enseignement. Puis là, c'est là que papa il a offert. Il dit, on pourrait se construire, fonder une famille. Puis en fin de compte, ben là, il dit, on partirait, on déménagerait l'épicerie dans notre maison. Tu t'occuperais de l'épicerie. Moi, je continuerais à aller dans le bois, puis ces choses-là. Puis ça lui plaisait, l'épicerie, ça, là. je comprends. Là, c'était avec le monde, je pense que c'était tout ce qu'il fallait. Là. Tous ses talents étaient mis à profit. Ça fait que c'est pour ça que je pense que c'est ça qu'il a décidé plus. Puis je pense qu'il était vraiment amoureux. Oui, bien sûr. Mais ça a été rempli d'embûches avant de pouvoir avoir toutes les demandées à l'archevêché, les permissions, tout ça. C'est pour ça que ça l'a retardé beaucoup. Puis en fait, quand ils ont été capables, elle a eu son exemption en 1953. Le 26 de janvier 1953. Quand même. Ça qu'elle aurait été combien d'années à peu près? Elle a été 14 ans. 14 ans en religion. Puis après, elle a épousé votre père, puis là, vous êtes arrivé. Mon père, puis ce sont même, c'est pas tous les prêtres qui voulaient qu'ils étaient prêches pour les marier. Ils ont été se marier directement à l'archevêché à Rimouski, à la cathédrale. C'était l'archevêque qui les a mariés. Eh bien, c'est ça. Quand j'ai connu votre mère, moi, elle avait 94 ans, à peu près, 96. En 96, elle est décédée en 80, avec 98 ans et 10 mois. OK, moi, bon, ça fait que j'ai connu, elle avait 95 ans. C'est ça. Moi, j'ai connu Mme Olive en 2016. On était allé chez vous pour vérifier son bracelet avertisseur, là. Puis, ça a cliqué tout de suite, moi, avec Mme Olive. Là. Le contact a été vraiment facile. Puis, c'est ça, vous me disiez que dans les dernières années, elle faisait des grippes, des rhumes. Ça se compliquait toujours par des congestions pulmonaires, des pneumonies. Elle avait fait beaucoup de pneumonies. C'est ça. Elle a rentré plusieurs fois au centre hospitalier à Rivière-du-Loup ou à Trois-Pistoles. Pour soigner, traiter des pneumonies. C'est ça. Puis ça durait longtemps. C'était pas. C'est ça. Ça fait que moi, je dis, M. Rioux, puis avec Mme Olive, je dis, si je vous préparais Moi, je crois beaucoup à l'activité physique. Le fait de bouger, ça évite ça, justement, des complications pulmonaires, la congestion. Ça fait que je lui avais préparé un petit programme d'exercice sur chaise, puis un programme de marche que j'avais fait vérifier par une physiothérapeute. Ça fait que, je dis, Madame Olive, moi, je viendrai peut-être 2 à 3 fois semaine vous faire marcher. On fait des exercices sur chaise, puis des exercices cognitifs aussi. Tu sais, elle aimait beaucoup ça, là, les devinettes, l'épellation, elle était championne, là. Puis, les dernières années, elle n'en avait pas fait de complications pulmonaires. Non. Puis vous êtes arrivé justement dans le temps, vous êtes vraiment arrivé au bon moment. Bon moment parce qu'elle venait de perdre mon père. Oui. Fait que là, c'était la tristesse. Oui. Elle n'était pas encouragée à faire quelque chose, elle se sentait seule. Oui. Puis même si elle se trouvait bien avec moi, puis j'avais beaucoup d'aide d'une de mes cousines de Rivière-du-Loup. Il y a des périodes qu'elle passait plus de temps chez nous qu'elle de passer chez elle à Rivière-du-Loup. Mais c'était pas que. On voyait qu'il manquait quelque chose. C'est ça. Elle aimait avoir de quoi, là, pour elle. Vous lui avez emmené un programme qui était conçu pour elle. Puis, ça l'aimait ça. Je peux vous dire une anecdote. Lorsque, des fois, ça arrivait à quelques reprises que vous ne pouviez pas venir, vous m'appeliez le soir pour dire, demain matin, on dira à ta mère que je ne peux pas y aller. Là, les premières fois, les 1 fois, 2 fois, je suis arrivé, je lui ai dit, je me rendais compte, la nuit, elle ne dormait presque pas. Elle était anxieuse. Le lendemain matin, elle me disait, comme ça, madame ne viendra pas à matin. Oui, c'est ça. Non, elle ne peut pas venir. À un moment donné, j'avais rencontré Marc-André qui allait chez vous, son infirmier. Là, il dit, c'est le fun ce que tu fais avec Madame Olive. C'est plus la même personne, elle est plus de bonne humeur, elle est moins négative, continue comme ça, ça lui va bien, puis c'est ça, elle n'a pas eu de pneumonie cette année, là, il était vraiment content de ça. Mais ça prouvait aussi en même temps que, oui, de bouger, même à un âge très avancé, même rien qu'un peu, parce qu'on ne se pratiquait pas pour le marathon, on s'entend. Puis, mais ça a fait une différence. Je suis convaincue d'avoir fait une belle différence dans sa vie, dans la mienne aussi.
Puis je me souviens, vous vous souvenez, quand fallait que je fasse une publicité, un article de journaux Non, ouais. pour mon travail, puis je lui avais demandé de poser, puis si je pouvais parler d'elle, et ça, là, elle avait hâte que le journal paraisse. Parce que c'était une personne qui était tellement, elle a vécu avec beaucoup de gens entourés. Oui, autant c'est ça, au lorsqu'elle magasin. enseignait, autant avec Oui. l'épicerie, tout ça. Il s'était créé, disons, puis même c'était deux grosses familles, autant du côté de ma mère que du côté de mon père, qui avait quand même, il y avait beaucoup de relations, beaucoup. Le Kex, elle a tombé, là, tout seul. Oui. Puis juste avec moi, avec ma cousine, ça y manquait ça, des relations, là. Même s'il y a beaucoup de gens qui venaient, que ce soit l'infirmier, je peux pas, j'ai rien à dire contre les soins, ça a été très bon, puis il y a beaucoup d'organismes, là, qui sont venus en aide, puis qui sont venus la rencontrer, mais c'était parmi... c'est ça, moi j'étais comme son lien sur l'extérieur, là, elle avait hâte de vous. ça, elle avait hâte de vous voir, puis à en parler. Oui, c'est une belle histoire. Oui. Oui, puis moi j'ai eu le privilège de l'accompagner presque jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous l'avez rencontrée, vous êtes venu souvent, la période qu'elle a été à l'hôpital, très peu longtemps, les derniers mois. Mais ça tombait aussi, vous avez l'occasion de venir. Ma mère était là aussi, alors j'ai pu la ça a bien tombé. Vous veniez dire bonjour, faire un petit coucou. Ça fait que ça nous a fait plaisir de parler de Mme Olive aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Rioux, c'est vraiment gentil. Pas de problème. Merci beaucoup, M. Rioux, pour ce touchant témoignage. Maintenant, Michel, on s'assoit confortablement dans nos chaises. C'est le temps d'une séance de yoga sur chaise avec notre instructrice diplômée, Mme Catherine Rose Lavallée. Je suis prêt. Bonjour. Pour cette saine habitude de vie, je vous invite à aller prendre une chaise droite, bien ferme, qui ne bouge pas trop. On va faire du yoga sur chaise. Ensuite, je vous invite à garder vos souliers ou bien retirer vos bas pour qu'on puisse être soit nu-pieds pour bien adhérer au plancher. On va venir s'asseoir sur la chaise, puis on va se mettre un peu plus au bout de la chaise, donc on essaie de ne pas s'adosser au dossier. Et puis de là, on va s'asseoir, se reposer, se détendre dans la chaise. On peut prendre une grande inspiration et expirer par la bouche. Encore une fois. Une dernière fois. Et puis, de là, on va ouvrir nos bras sur le côté, faire des grands cercles, ramener les mains ensemble au-dessus de la tête en prière devant nous ensuite. Et puis encore une fois. Et puis, si ça nous dit, on pourrait agrandir les cercles. Si c'est possible. Sinon, on garde les petits cercles. Bon. On va venir mettre nos mains sur les cuisses. Puis on va allonger une jambe un peu vers l'avant. On va soulever les pieds, dans les orteils, en gardant le talon au plancher, puis redescendre. Ensuite, on va soulever le talon, puis redéposer le talon. Soulever les orteils, et puis redéposer. Soulever le talon, et puis redéposer. On va ramener la jambe. On va aller faire l'autre côté. Donc, on avance. Soulève les orteils. On redépose. On soulève le talon. On redépose. Soulève les orteils. Dépose le pied. Puis le talon se soulève. Et on redépose. Et on ramène les deux pieds près de nous. Et on va essayer de se lever de la chaise sans avoir le support de nos mains. Donc, on va se pencher vers l'avant. On plie à partir des hanches. Et on met tout le poids un peu vers l'avant. On pousse dans nos jambes pour se soulever. Et puis, on est debout. Wow! On peut faire un peu une petite rotation comme ça, tout doucement, lentement, lentement.
Et puis, on va se rasseoir doucement. Mais pour le faire, on va venir mettre nos mains ici pour indiquer c'est où que ça plie. Donc, on plie les genoux, puis on plie à partir des hanches. On essaie de ne pas arrondir trop le dos. Puis on descend avec la puissance de nos jambes. On peut ensuite venir voir la chaise est où, toujours en gardant le dos le plus droit possible, puis on vient s'asseoir. Ah! Je vous invite à fermer les yeux ici. On va prendre un petit quelques secondes, juste pour respirer, être là, être assis sur cette chaise maintenant. Merci d'avoir été là. Merci, Catherine, pour ce bel atelier qui m'a fait du bien. Et toi? Moi aussi, oui. Bon, bravo. Espérant que vous avez aimé cette émission, dans la prochaine, vous pourrez découvrir les services de la cuisine collective Croque-Ensemble des Basques avec M. Philippe de Carufel. En deuxième partie, nous aurons un témoignage de Mme Alvine Paré-Charon. Et pour les saines habitudes de vie, on aura Mesdames Marie-Claude Bouchard et Lucienne Bélanger qui nous présenteront quelques mouvements d'automassage. Cette émission sera diffusée à compter du 1er février. Donc, au plaisir, à la prochaine. Bye! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.